Oui, monsieur, on vous entend. Ok, on va commencer parce que là, on a pris du retard. Ok, donc tout à l'heure, on s'était arrêté avec les équipements d'interconnexion. Donc, on avait dit que, en fin de compte, l'équipement que je vais euh, implémenter ou là que je vais utiliser dépend de la fonctionnalité que j'ai envie d'avoir. Donc, on avait parlé de répéteurs, de PAN, de routeurs. Donc, ça c'était les trois premiers donc, équipements qu'on avait abordés. Donc, on avait dit que les répéteurs donc, agissaient simplement au niveau signal, donc au niveau de la couche physique. Les pans, c'était un peu plus perfectionné, donc ils agissaient au niveau de la couche 2, donc liaison. Donc, ils faisaient ce que fait le répéteur, plus autre chose, c'est-à-dire la commutation. Et donc, pour faire la commutation, il faut qu'ils aient au moins les adresses physiques pour identifier les machines. Le troisième niveau, c'était donc routage, donc les routeurs. Et donc là, j'avais besoin des trois premières couches pour pouvoir effectuer cette fonctionnalité de routage. En plus de ça, donc, je faisais intervenir un deuxième niveau d'adresse, c'est les adresses logiques qui permettent de localiser les machines dans un réseau global, c'est-à-dire pas forcément dans mon propre réseau, mais des réseaux distants. Okay. Et donc, c'est là où je suis amené à utiliser ces adresses logiques. Maintenant, à un niveau plus haut, donc, on doit utiliser les passerelles. Alors, c'est quoi les passerelles? C'est des équipements, voire des ordinateurs, qui ont la capacité de traduire toute la pile protocolaire lorsqu'elle est différente. C'est-à-dire, si votre protocole, par exemple, applicatif, est différent de celui de la machine avec laquelle vous voulez communiquer, donc il faut qu'il y ait un intermédiaire qui traduit ces protocoles. Maintenant, si, par exemple, vous voulez récupérer une page web, on utilise un protocole HTTP. Et le serveur ne connaît pas le protocole HTTP, il utilise un autre protocole. Parce que HTTP, c'est un protocole qui appartient à la pile protocolaire TCP/IP. OK, TCP/IP est la pile protocolaire la plus usitée dans le monde actuellement. C'est le protocole numéro 1 d'Internet. Mais ça ne veut pas dire que tous les réseaux vont utiliser TCP/IP. TCP/IP, lorsque vous allez dans la configuration de le réseau, vous allez le trouver, vous avez une coche. Normalement, il est coché, c'est-à-dire que vous l'utilisez. Je peux le désactiver de ma machine et ne pas l'utiliser et utiliser un autre protocole. Donc, on peut trouver des réseaux qui ne vont pas utiliser TCP/IP, même si c'est le protocole numéro 1. Dans ce cas-là, si ces machines-là ont besoin, par exemple, d'être accessibles sur Internet, il faut, s'ils n'utilisent pas TCP/IP, il faut qu'il y ait une passerelle. C'est quoi le rôle d'une passerelle? Donc, c'est un ordinateur qui va se retrouver au niveau du frontal, c'est-à-dire au niveau de l'entrée du réseau, et il va traduire toutes les requêtes ou les communications qui sont exprimées dans un protocole applicatif vers le protocole qui est utilisé dans ce réseau. Donc, il me faut donc les deux piles, c'est-à-dire si j'ai TCP/IP, je dois l'installer dans la passerelle et je dois installer aussi l'autre architecture qui est utilisée dans le réseau. Donc la requête, par exemple, elle doit remonter jusqu'au niveau applicatif, ensuite traduite dans le deuxième protocole pour qu'elle puisse circuler dans le réseau 2. Donc c'est ça le rôle qu'a la passerelle, c'est faire la traduction de toutes les couches pour qu'il y ait assuré une communication entre deux protocoles qui n'utilisent pas la même pile, pile protocolaire. Donc, la passerelle, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'elle va intervenir lorsque tous les niveaux sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils sont complètement différents. Donc, la passerelle fait ce que fait le routeur fait ce que fait le PAN, et le PAN fait ce que fait le répéteur, plus quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la passerelle? Non. Ok, on avance. Ok, maintenant on va aborder un autre problème qui est les réseaux de transport. Alors qu'est-ce qu'on va appeler les réseaux de transport? C'est
tous les moyens matériels en termes d'équipement d'interconnexion et en termes de software, c'est-à-dire les logiciels ou les programmes que vous allez mettre dans ces équipements d'interconnexion à différents niveaux, c'est-à-dire passerelles, routeurs, répéteurs et PAN, pour assurer le transfert des données entre les équipements terminaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau n'est pas dédié à une communication, c'est-à-dire qu'il est dédié à plusieurs communications et à plusieurs machines en même temps. C'est-à-dire que tous les flux, toutes les communications doivent utiliser les mêmes routes et ils sont en compétition pour utiliser les mêmes chemins. C'est le même problème lorsque vous utilisez le réseau routier. Lorsque vous voulez partir, vous déplacer ou aller à l'université ou aller au travail, bah, la route ne vous est pas dédiée totalement. C'est-à-dire que vous devez la partager avec d'autres voitures. Donc, des fois, c'est occupé, des fois, c'est encombré. Des fois, la route, elle est fermée. Des fois, la route, elle n'est pas accessible. Des fois, elle est fluide. Des fois, elle ne l'est pas. C'est le même cas dans les réseaux informatiques. C'est-à-dire que vous envoyez votre paquet, mais à un certain moment, votre paquet doit trouver son chemin. Peut-être que le chemin ne va pas satisfaire ses exigences, donc il faut qu'il trouve un chemin alternatif. Donc, il se déplace en étant en compétition avec les ressources, que sont toutes les liaisons, pour arriver à destination sans avoir la garantie d'arriver justement à cette destination. Donc, les équipements d'interconnexion avec les programmes qui vont être justement installés à l'intérieur vont avoir comme tâche d'essayer donc de gérer ces ressources qui est le réseau. Donc, le réseau dans sa globalité à travers ses équipements, les liaisons qui le constituent, c'est la ressource qu'on va exploiter. Et donc, cette ressource-là, elle est partagée entre plusieurs utilisateurs, plusieurs communications. Donc, c'est au réseau d'essayer d'implémenter des techniques pour garantir avec le partage, pour la gestion du partage des communications, comment les gérer lorsque j'ai plusieurs communications en parallèle qui sont en compétition pour une sortie, la même sortie, et aussi d'autres solutions qu'il faut implémenter pour contrôler le flux et éviter la congestion. Contrôler les flux, c'est-à-dire essayer de limiter le nombre de trafic par rapport à la capacité du réseau. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas admettre plus qu'il en faut dans le réseau. C'est comme pour le réseau routier là aussi, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de voitures, à un certain moment, la route, elle va être bloquée. Donc, je vais mettre des feux rouges pour éviter, ou la mettre des barrages de police pour contrôler le flux, pour éviter qu'il y ait trop de voitures, par exemple, qui rentrent à Alger à un instant T. Et donc, je vais mettre en attente à l'entrée des grands axes ce flux-là routier pour qu'il n'y ait pas un encombrement très important au centre de la ville. Donc, le même principe est appliqué dans les réseaux informatiques. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je vais mettre en attente un certain nombre de paquets pour qu'ils ne puissent pas être envoyés, pour qu'ils ne saturent pas le réseau. Donc, ça, c'est pour prévenir des cas de congestion. Parce que la congestion, des fois, vous ne pouvez pas l'éviter. C'est-à-dire, si vous avez énormément de trafic, donc vous allez avoir plusieurs paquets qui vont arriver vers les routeurs. Le routeur a une capacité de traitement. Et il va traiter peut-être des paquets à tour de rôle, selon une politique qu'on appelle FIFO, Fast In, Fast Out. Donc, il a des files d'attente. Et d'où les paquets, ils vont se mettre en file d'attente. On peut aussi les traiter par priorité. Tout dépend des applications qui les ont générées. Je peux mettre une priorité élevée, par exemple, pour les paquets à la visioconférence. Bah, tu as téléchargement en deuxième position. Et en dernière position, tu as le best-of, c'est-à-dire tout ce qui est trafic qui n'est pas urgent. Je peux aussi prioriser les paquets. N'empêche que si j'ai trop de paquets, à un certain moment, les files d'attente ne vont pas suffire pour contenir tous ces paquets-là, parce qu'elles ont une capacité. Donc, je vais être submergé par des paquets et je serai amené à les détruire, parce que je ne peux pas les traiter à temps, ma mémoire elle est limitée. Donc, si ça dépasse la capacité de mes mémoires, je serai obligé de détruire les paquets. Alors, la machine qui a envoyé ce paquet, n'ayant pas reçu d'ACK ou n'ayant pas reçu de réponse, qu'est-ce qu'elle va conclure? Elle va conclure que le paquet a été perdu. Donc, elle va retransmettre une nouvelle fois le même paquet. Et donc, je vais encore aggraver le cas. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de réponse, mes paquets sont perdus ou détruits. L'autre, il va retransmettre, je vais encore saturer mes routeurs
et je peux mener à une panne collective ou là, une panne à la chaîne, c'est-à-dire un routeur tombe en panne. Forcément, tous les routeurs voisins, après un certain temps, vont suivre parce que le chemin sera bloqué. Et donc, il y aura des temps d'attente encore supérieurs qui vont engendrer des pertes. Et c'est ce qu'on appelle la congestion. Et donc, la congestion va s'installer et tout le réseau il est bloqué. Dans ce cas-là, il faudra trouver aussi des solutions comment rétablir le réseau à partir d'une congestion. Donc, ce sont les programmes qu'il faudra implémenter et concevoir pour justement régler tous ces problèmes, c'est-à-dire contrôler le flux pour éviter la congestion et si la congestion se produit, comment la solutionner. En plus de toutes les techniques de commutation et de routage pour faire parvenir l'information vers la destination. Est-ce que c'est clair ce point? Vous savez, oui, les réseaux informatiques, c'est comme les réseaux routiers. C'est le même principe. C'est-à-dire que tous les problèmes qui se posent dans les réseaux routiers, vous les retrouvez dans les réseaux informatiques inversement. Vous pouvez considérer le paquet comme étant une voiture et les routes comme étant votre réseau de liaison, etc. OK. Et le routage, il est établi par les plaques. Les plaques ou là, les feux les feux rouges, etc. Ou là, les plaques de routage que vous trouvez, les plaques de circulation qui vous permettent de vous orienter. C'est le même principe qui peut être apparenté par rapport au réseau de données informatiques. Alors, s'il n'y a pas de questions en avance, quelque chose de très important, c'est que toutes les communications dans un réseau global vont utiliser deux modes de fonctionnement. Soit le mode connecté, ou là le mode sans connexion, c'est-à-dire le mode non connecté. Ça veut dire quoi le mode connecté? Ça veut dire qu'avant d'envoyer des données à une machine distante, il faut d'abord que j'établisse une connexion logique. Ça, certaines applications le requièrent, c'est-à-dire c'est une exigence. La plupart, la majorité des applications demandent à établir une connexion logique entre vous et la machine distante avant de pouvoir échanger des paquets ou des données. C'est-à-dire si vous n'avez pas l'autorisation de la machine, autre machine avec laquelle vous voulez communiquer, vous ne pouvez pas lui envoyer à quelque de prime abord, lui envoyer des paquets de données. Donc, on parle de communication en mode connecté. La plupart donc, des requêtes envoyées vers des serveurs travaillent en mode connecté. C'est-à-dire qu'il faut que vous envoyez d'abord une commande de connexion au serveur. Si le serveur il est d'accord, donc il va établir une connexion de transport, une connexion session. Donc là, vous êtes connecté au serveur, vous êtes identifié, il vous a réservé de la mémoire pour vous traiter vos requêtes. Là, on peut échanger des données. OK, donc je travaille en mode connecté. Ça va impliquer une synchronisation entre les deux machines de bout en bout pendant tout au long de la connexion. Une fois que j'ai terminé d'échanger mes données, ou maintenant il m'envoie une requête, je lui ai donné la réponse à sa requête, j'ai plus besoin de garder cette connexion. Donc je peux rompre ma connexion transport, ma connexion session, et je suis pas, je suis plus connecté. Est-ce qu'il y a une question? Ou là c'est de la friture? Ok, donc je suppose que c'est de la friture. Ça, c'est le mode connecté. Donc, je disais que la plupart des applications dans le réseau travaillent en mode connecté parce qu'elle permet l'identification et aussi l'autorisation, c'est-à-dire que c'est un moyen sécurisé d'échanger l'information parce que vous identifiez celui qui a envie vous envoyer des informations, vous lui envoyez des requêtes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous la refusez. Donc, ça permet de sécuriser justement les communications et de les manager, c'est-à-dire en fonction de vos ressources. Si vous n'avez pas de ressources, si vous n'avez pas assez de mémoire pour recevoir des données, eh ben vous refusez. Maintenant, il y a une minorité d'applications ou de protocoles qui vont travailler en mode sans connexion. Ça veut dire quoi en mode sans connexion? C'est l'inverse du mode connecté. C'est-à-dire que lorsque vous voulez envoyer votre donnée, vous n'avez pas besoin de demander l'accord à la machine distante.
vous l'envoyez sans son autorisation et l'information va lui arriver, il va la subir. C'est-à-dire qu'il va recevoir la donnée, même s'il ne l'a pas demandé ou il ne l'a pas autorisé, il la reçoit. Donc, certaines applications vont travailler avec ce mode-là. Donc là, ça ne va pas nécessiter d'établir une connexion logique avec la machine destinataire. C'est-à-dire que j'envoie directement sans être au courant ou averti si la machine existe, si elle est en état actif, s'il y a un chemin qui mène vers cette machine, je m'en fous. J'envoie et voilà. Donc si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, je serai éventuellement alerté par le réseau que mon paquet n'est pas arrivé, ou là, il a été perdu, ou là, que la machine n'existait pas, ou là, etc., etc. Donc, un exemple, j'ai donné tout à l'heure pour le cas connecteur. La plupart des connexions entre client-serveur s'utilisent en mode connecté. Le mode sans connexion, l'application numéro 1 qui va utiliser ce type de mode, c'est la messagerie. Lorsque vous envoyez un email, vous n'avez pas besoin d'avoir l'autorisation du destinataire. Vous envoyez votre email sans son autorisation, sans établir de connexion en préalable. Donc, si l'email ne parvient pas, ou là, il est perdu, ou là, d'ailleurs, vous n'avez aucune garantie que votre email va arriver. Des fois, il n'arrive pas. Alors, des fois, vous recevez un daemon, un message daemon, c'est-à-dire un message qui vous prévient que l'email n'a pas pu être délivré. Des fois, vous ne recevez rien. Et donc, c'est après que lorsque vous rencontrez la personne, vous lui dites: est-ce que tu as reçu mon email? Je ne l'ai pas reçu. Ça ne veut pas dire qu'il vous ment. Parce que des fois, les emails se perdent. Parce que je ne travaille pas en mode connecté. Je travaille en mode sans connexion. Et donc, l'email a pu être perdu, il a pu être supprimé au niveau d'un routeur ou d'un commutateur intermédiaire pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir que lorsque les mémoires sont surchargées, donc je sacrifie un certain nombre de messages, il a pu ne pas trouver sa route pour arriver à destination, etc. Ce qui n'est pas le cas dans le mode connecté. Le mode connecté, il permet une fiabilité. Une fois que vous établissez une connexion, donc il y a le suivi des paquets que vous êtes en train de transmettre. Okay, donc, si vous envoyez un paquet, vous avez un suivi, un contrôle. Donc, s'il n'arrive pas automatiquement, vous avez des ACK qui reviennent. Ce n'est pas le cas dans le mode non connecté. Donc, vous pouvez avoir des messages qui se perdent sans que vous soyez alerté, vous, de cette perte ou éventuellement ou d'un mauvais routage ou autre chose. Est-ce que c'est clair, la différence entre mode connecté et mode non connecté? Oui. D'accord. Alors, on avance pour mieux comprendre justement ces réseaux de transport. Alors, dans le réseau de transport, j'ai trois informations ou trois concepts à retenir. Le premier concept, c'est le concept de paquet qu'on a déjà expliqué. C'est l'unité, plutôt la structure de données qui est manipulée par la couche réseau. C'est ce qu'on appelle le paquet. Okay? Donc, c'est ce qui est encapsulé dans une trame. Et donc, c'est la structure qui est manipulée au niveau routage par la couche réseau. Donc, c'est ça le paquet. Maintenant, ce qu'on va appeler message, c'est l'unité logique qui est échangée au niveau applicatif. C'est-à-dire que lorsque vous échangez une donnée, c'est une donnée globale. Ça peut être un fichier, ça peut être une page web, ça peut être un email. Tout ça représente une unité logique, une structure globale logique. Vous ne pouvez pas envoyer tout le contenu d'un fichier, tout le contenu d'une page web, tout le contenu d'un email dans un seul paquet. C'est impossible, parce que le paquet a une contenance qui est limitée. Donc, vous êtes obligé de fragmenter ce message la plupart du temps, c'est-à-dire le diviser en petits morceaux et l'envoyer sur différents paquets. Mais tous ces paquets-là vont représenter une seule information logique qu'on va appeler le message. OK? Qui peut être, encore une fois, un fichier, un email, une page web, etc. Un autre concept, c'est ce qu'on appelle le circuit virtuel. Donc, le circuit virtuel va définir un chemin qui est un chemin au niveau du réseau qui va relier votre machine avec la machine distante. C'est ce qu'on va appeler le circuit virtuel. Alors, pourquoi on l'appelle virtuel?
parce qu'il est créé, c'est-à-dire à la base, il n'existait pas, mais qui sera construit pour un besoin ad hoc, c'est-à-dire un besoin improvisé, pour relier, pour essayer de transférer ou la transporter les paquets entre vous et la machine distante. Donc, on va faire en sorte comme s'il y avait réellement un chemin ou là un câble qui vous relie directement. C'est-à-dire le principe d'un circuit virtuel, c'est il va faire en sorte que c'est comme si vous avez un câble qui vous relie avec la machine distante. En faisant abstraction de tous les équipements, au-delà de toutes les liaisons, au-delà de tous les supports qui relient, qui permettent de construire ce circuit virtuel. Donc, à un niveau applicatif, pour moi, j'ai un câble qui me relie directement avec la machine. Alors que normalement, ce circuit virtuel, il est représenté de plusieurs liaisons, de plusieurs segments. Il y a plusieurs routeurs intermédiaires, plusieurs commutateurs qui réalisent ce circuit. Une fois que la communication elle est terminée, je n'ai plus besoin d'établir ce circuit virtuel. Donc, un exemple d'un circuit virtuel, c'est la communication téléphonique. Et lorsque vous faites un appel téléphonique, vous créez un circuit virtuel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un appel téléphonique, il n'y a pas un câble qui vous relie de vous, de votre téléphone, vers votre correspondant final. OK. Par contre, lorsque vous avez formé le numéro de téléphone de votre destinataire, automatiquement, donc les commutateurs, ils vont vous réserver un chemin. Ils vont créer un chemin. Ils vont créer ce circuit virtuel qui vous est dédié rien qu'à votre communication et qui va relier votre appareil avec l'appareil destinataire. Lorsque vous allez raccrocher, le circuit, il est défait. Il n'existe plus parce que la communication a été rompue. Donc, ce circuit-là, c'est pour ça qu'on l'appelle virtuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas physique. Il n'y a pas de câble réellement qui vous relie avec le destinataire final. Il est créé le temps de la communication. Une fois qu'il n'a pas lieu d'être, donc on va défaire ce circuit. Monsieur, Oui. le circuit virtuel a fait des signaux radio. Après être chez radio, vous pouvez avoir n'importe quel type de signal. Ce n'est pas le but, est-ce qu'un signal précis ou là. Le problème, c'est que, enfin, on va détailler, hein, docteur Fermat, parce que je vais aborder la commutation par circuit virtuel. Donc, je vais te donner un peu plus de détails, c'est quoi les circuits virtuels. Après, si tu n'as pas compris, tu me relances. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. OK. Alors, la première technique qu'on va voir pour l'acheminement des données, c'est la commutation. Alors, pour l'acheminement des données, il y a deux techniques qu'on utilise, c'est-à-dire dans le réseau. Mais c'est deux techniques séparées, c'est deux techniques qui se complètent. Il y a la commutation de données et il y a le routage. Alors, le routage, on l'a expliqué un peu. La commutation de données, ça sert à quoi? Elle sert à gérer le réseau par rapport à différents flux de communication qui parviennent de différentes machines. Parce que lorsque j'établis une communication, je ne suis pas le seul. C'est-à-dire, même dans ma machine, j'ai besoin peut-être d'envoyer plusieurs flux. J'ai plusieurs applications qui peuvent faire appel au réseau. Je peux avoir, par exemple, une navigation web, je peux avoir, par exemple, la visioconférence, je peux utiliser Viber, toutes ces applications-là ont des flux qui sont complètement indépendants, c'est-à-dire qu'ils vont transiter peut-être avec des chemins différents parce qu'elles ne vont pas solliciter les mêmes machines distantes. OK. Donc, donc ces flux-là vont parcourir peut-être des routeurs ou des chemins complètement différents. Alors, extrapoler ça aux différentes machines, c'est-à-dire que je vais là multiplier ce problème par rapport à toutes les machines qui sont censées aussi communiquer dans le réseau. Donc, elles vont exploiter aussi les mêmes chemins. Comment vont traiter les routeurs tous ces flux? Parce que ces flux-là sont en compétition pour les mêmes ressources, les mêmes sorties. Qui dois-je favoriser? Par rapport à quels critères? Quel est le paquet que je dois traiter en premier? Voilà, c'est toutes les questions que je devrais me poser et que je devrais solutionner à travers ce qu'on appelle la commutation, entre autres. D'accord?
Donc, c'est ce qu'essaie de répondre justement la commutation. C'est comment gérer les ressources du réseau par rapport à plusieurs flux qui vont transiter par mes équipements et par mes différentes liaisons composant le réseau. Là, vous avez une illustration. Vous voyez là, ça, c'est les paquets. Et là, voilà, on les a colorés parce qu'elles ne viennent pas forcément d'une même application. Donc, elles viennent de différentes applications. Donc, elles n'ont pas forcément le même chemin. Elles n'ont pas les mêmes exigences. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas demander le même routage. Chaque paquet va demander un routage différent en fonction de l'application qu'il a générée. Donc, le routeur ne va pas traiter ces paquets de la même manière. Et même les paquets venant d'une même application peuvent avoir un routage différent. C'est-à-dire un paquet, il arrive à l'instant T. Je peux le router par ce chemin. Le deuxième paquet, je peux le router par un deuxième chemin. Parce que l'état du réseau change. C'est-à-dire que même les tables de routage vont changer. Elles sont dynamiques. Les tables de routage ne sont pas fixes. C'est-à-dire qu'elles sont continuellement mises à jour en fonction de ce que je peux constater au niveau du réseau. Si je constate qu'il y a une panne sur un routeur, je ne vais plus router par ce chemin. Donc, il faudra que je trouve un chemin alternatif. Ou là, s'il est encombré, s'il est lent, ou là, si le débit qui est offert à l'instant T ne permet pas de satisfaire ce que demande le paquet, je vais lui trouver un autre chemin. Même si le paquet précédent a été routé par ce même chemin, parce que auparavant, le débit était satisfaisant. Là, il ne l'est plus. Donc, vous voyez, la problématique de routage et de commutation, elle est dynamique. Elle évolue dans le temps. Donc, il faut être très adaptatif par rapport aux communications et aux paquets qu'on reçoit continuellement. Alors, il y a un certain nombre de techniques de commutation qui ont été développées et chaque type de commutation va être requis ou utilisé en fonction, là aussi, de l'application et ce qui a été demandé par la machine source. C'est-à-dire, quelque part, c'est l'application qui génère ces paquets qui va, quelque part, décider quel type de commutation je vais utiliser. Alors, la première technique qu'on va voir, c'est la commutation par circuit. Alors, c'est quoi le principe de la commutation par circuit? C'est que pour certaines applications, je vais dédier ce qu'on appelle un circuit virtuel. C'est-à-dire que je vais créer un chemin dans le réseau qui est dédié rien que pour avec l'application, les paquets à l'application. Donc, aucune autre application ne pourra utiliser le même chemin. Donc, on va vous créer un circuit virtuel. C'est comme encore une fois pour la téléphonie. Lorsque vous, vous voulez appeler quelqu'un, donc on relie votre téléphone avec le téléphone destinataire. Pendant que vous êtes en train de communiquer, personne ne peut utiliser la liaison indique. C'est-à-dire personne ne peut vous appeler d'abord, jusqu'à ce que vous terminiez l'appel. Mais pendant l'appel, donc les gens doivent être en attente que vous terminiez justement la conversation pour pouvoir justement parler ou là vous joindre. Donc c'est le même principe pour les données. Donc le circuit virtuel HADEC, il est dédié que pour les applications qui l'ont demandé. Les applications de bout en bout, c'est-à-dire l'application qui est au niveau de la source et l'application qui est au niveau de la destination. Donc, on parle de circuit privé. C'est pour ça qu'on parle d'un circuit privé. C'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger les données d'autres applications dans ce circuit-là, ou là, des données venant de d'autres machines. Donc, c'est simplement les données de l'application qui vont être transitées par ce circuit privé, ou là, ce qu'on appelle le VPN actuellement. OK. Donc, le VPN est un circuit virtuel. Alors, le circuit virtuel va impliquer une synchronisation des débits au niveau de tous les équipements intermédiaires. Et je vais expliquer par la suite le point important. Mais avant de l'expliquer, donc, je vais expliquer un certain nombre de points. Donc, pour établir le circuit virtuel, donc, ça se fait en 3 phases. C'est-à-dire que vous faites une demande à la machine destinataire, est-ce qu'il est d'accord d'établir un circuit? Donc, je travaille en mode connecté. Donc, la commutation par circuit va travailler en mode connecté. Donc, j'ai envie d'envoyer des données qui ont besoin de créer un circuit. Donc, on doit d'abord créer le circuit. Donc, vous allez envoyer un paquet qui va traverser tout le réseau pour aller vers la machine destinataire. Il va être pris sur la machine destinataire, il remonte aux couches hautes.
Et donc, le paquet, il y a une demande de création de circuit pour envoyer des données propres à une certaine application. Si la machine destinataire est d'accord pour établir ce mode de commutation, elle va envoyer un ACK positif. Si elle n'est pas d'accord, elle envoie un ACK négatif. OK. Pourquoi? Parce que la commutation de circuit est une opération très lourde. Elle nécessite de réserver énormément de ressources, que ce soit au niveau de la destination ou là au niveau de tous les équipements intermédiaires. Donc, le circuit, pour qu'il soit établi, il faut qu'il ait l'accord de la machine destinataire, mais aussi de tous les équipements par lesquels va traverser le circuit. C'est-à-dire tous les routeurs commutateurs qui vont former avec le circuit doivent être d'accord pour créer le circuit. Parce que les équipements doivent me réserver de la mémoire et doivent aussi donner un numéro, une adresse à ce circuit-là et le sauvegarder pour le gérer en priorité par rapport aux autres communications. Alors, je ne sais pas s'il y a... Voilà, il y a un schéma. C'est-à-dire, au niveau du commutateur, une fois que j'ai créé le circuit, je vais lui donner un numéro. Avec le numéro, le canal n'est exploité que par l'application. C'est-à-dire, je ne peux pas mélanger d'autres paquets. Et donc, une fois que le circuit il est établi, toutes les données qui sont échangées, je n'ai même pas besoin d'utiliser les adresses logiques. C'est-à-dire, les adresses logiques ne sont plus utilisées dans le contexte d'un circuit. Pourquoi? Parce que je vais remplacer les adresses par le numéro du circuit. Au départ, une fois que je l'ai créé, on est d'autres le chemin, etc. Le chemin. Une fois que le circuit a été établi, il ne va pas changer. Ça sera toujours le même chemin qui va être utilisé pour toutes les données qui vont traverser, qui vont aller de moi vers la machine destinataire finale. OK. Donc, je n'ai pas rempli le circuit HDR. Donc, tous les paquets qui vont aller dans ce circuit, ils vont être identifiés que par le numéro de circuit. Donc, plus besoin d'utiliser les adresses logiques, plus besoin de faire appel au routage. C'est-à-dire, le paquet, il arrive. Au niveau de l'entête, je mets le numéro du circuit. Le commutateur regarde, il trouve, ça, c'est un numéro de circuit. Donc, il n'y a pas de routage à effectuer. Je regarde dans ma table, la table des circuits, oui, il y a le circuit qui porte le numéro, par exemple, 30. Pour le circuit 30, il faut le commuter vers la sortie 3, entre A et 3. Donc, ça se fait très rapidement. Donc, pas de perte de temps, pas de vérification des paquets s'ils sont erronés ou là. C'est-à-dire, quand on fait un circuit, on essaye le but, c'est de maximiser le transfert, c'est-à-dire faire en sorte que le paquet arrive le plus tôt possible vers la destination. Donc, tout ce qui était vérification des paquets au niveau des nœuds intermédiaires ne se fait plus. C'est-à-dire que le paquet, dès qu'il arrive, j'ai simplement le temps de lire le numéro de circuit, je commute très rapidement. Maintenant, je récupère le paquet, je l'analyse, le routage pour voir quelle est la sortie. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que le circuit il est établi, le chemin il est connu. Donc, je récupère simplement le numéro de circuit et je commute. C'est-à-dire tout le paquet, avant même qu'il m'arrive entièrement, je commence à le transférer sur la sortie qui est déjà connue. Donc, il y a une minimisation du temps de transfert ou du temps de séjour au niveau des nœuds. Le temps au niveau des nœuds intermédiaires est quasi nul. Il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de temps de vérification. Alors, vous allez me dire, s'il y a des erreurs, comment je vais les détecter? Eh bien, c'est à la machine destinataire de vérifier à l'arrivée si les paquets contiennent des erreurs ou là. Mais je ne le fais plus au niveau des nœuds intermédiaires. Je vous ai dit tout à l'heure que le circuit, le but TAO, c'est de faire en sorte comme si il y avait une liaison directe entre moi et la station destinataire. Donc, le principe, c'est d'éliminer justement tous les traitements au niveau des nœuds intermédiaires. Tout ce qui se faisait normalement, remonter, recevoir la trame, vérifier le paquet, faire le routage, ça prenait énormément de temps. Donc, je le supprime, je ne le fais plus et je fais une commutation quasi instantanée entre le segment entrant et le segment sortant. Et tous les paquets vont suivre le même chemin
qui a été construit par le circuit virtuel, jusqu'à que l'application n'a plus besoin d'échanger, c'est-à-dire que c'est bon, j'ai terminé, et je me déconnecte. Et là, je défais le circuit, c'est-à-dire que celui qui a déconnecté, il envoie un paquet de déconnexion qui va traverser le même chemin et qui va demander à tous les nœuds intermédiaires de défaire le circuit, d'enlever les ressources, de l'enlever de la table des circuits. Donc, à partir de là, je peux éventuellement récupérer les ressources qui étaient occupées par ce circuit-là et les donner à quelqu'un d'autre, à une autre application qui est en attente. Donc, voilà le principe dans le circuit virtuel. Alors, il y avait des points que je voulais aborder. Oui, la synchronisation des débits. Voilà, elle est importante. Qu'est-ce qu'on entend par synchronisation des débits? Je vous donne un exemple. Imaginez sur ce segment-là, le débit qui est offert est égal à 100 mégas. Le débit qui est offert sur le deuxième segment, il est différent. On va dire il est à 10 mégas. Donc là, j'ai 100, là, j'ai 10. Si on était en fonctionnement normal, c'est-à-dire sans circuit, donc là, vous pouvez envoyer à 100 mégas. Maintenant, tu envoies à 100 mégas, le paquet, il est reçu complètement, tu le traites, tu le vérifies, tout à 10 mégas. Ça ne pose pas de problème. Donc, tu as une désynchronisation des débits. Mais quand tu fais un circuit virtuel, tu ne peux pas avoir des débits différents. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois le paquet là, tu le commutes automatiquement sur le deuxième. Il n'y a pas de temps d'attente. C'est-à-dire, je reçois le premier bit, j'ai le temps simplement de vérifier le numéro de circuit. Mais après, ça se fait quasiment en parallèle. Maintenant, la réception du paquet NAIA, elle se fait avec son émission sur le deuxième segment. Donc, il faudrait que j'envoie avec la même vitesse que je reçois le paquet. Donc, même si j'ai 100 mégas ou 10, c'est-à-dire quand j'ai créé le circuit, je ne pourrai envoyer qu'avec la vitesse minimale en considérant tous les segments formant ce circuit-là. Maintenant, il y a 100, il y a 10, il y a 20, il y a 5. Donc, je ne pourrai envoyer qu'avec un débit égal à 5 pour ne pas avoir un problème. Parce que là, si vous envoyez avec 20, vous allez, il ne peut pas supporter. Il n'a que 10. Donc, vous allez envoyer plus rapidement que le circuit, que le segment sortant ne puisse supporter. OK. C'est comme si vous avez encore une fois l'exemple à le réseau routier. Vous avez une route une autoroute et vous voulez verser tout le trafic sur une petite route. Donc, si vous le faisiez en parallèle, vous ne pouvez pas. La route, elle va être complètement encombrée. Donc, il faudrait qu'il y ait les mêmes capacités d'absorption. Donc, c'est pour ça que là, on doit synchroniser les débits lorsqu'on a affaire à un circuit virtuel. Parce qu'encore une fois, les commutations ici qui se font au niveau des nœuds se font quasiment instantanément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas le temps de récupérer le paquet, on va passer à une autre vitesse. Donc, pendant que je reçois le paquet, je suis en train de l'envoyer sur le deuxième segment sortant. Est-ce que c'est clair cette histoire de synchronisation des débits? Oui. Monsieur, on prend toujours le débit minimal. Oui, c'est-à-dire le débit minimal composant le circuit. Il suffit que Wahed ait peut-être 1 méga, et bien c'est tout le circuit qui va travailler avec 1 méga. D'accord, merci. C'est comme si vous avez une chaîne de production. Par exemple, dans une usine, Wahda fait une première tâche, l'autre elle fait une deuxième tâche. Si l'autre elle fait 100 produits à la minute, 100 unités à la minute, l'autre elle peut traiter 5 unités à la minute. Donc si vous lui envoyez les 100 unités où elle peut absorber 5, elle va être complètement dépassée. Donc il faudrait que vous produisez à la base. ديبي العالي. Oui. Oui. دونك جون الديبي العالي يقدر يهبط بصح الديبي الهابط ما يقدرش Et يطلع. avec ça, donc je suis obligé de synchroniser par rapport au débit le moins élevé. OK. Quand je fais un circuit, parce que là, encore une fois, voilà, je dois respecter cette contrainte, parce que la commutation se fait en parallèle. Maintenant, le paquet, dès qu'il arrive, il est basculé sur la sortie. Il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas le temps de récupérer pour pouvoir éventuellement passer à notre débit. On verra d'autres types de commutation. Là, vous pouvez avoir des débits différenciés, mais pas dans le circuit virtuel. Alors,
les avantages d'un circuit virtuel, à votre avis. Qu'est-ce que ça m'offre comme possibilité, comme avantage? Parce que, par exemple, deux applications échangent les données avec un circuit virtuel. Les données sont sécurisées. Oui, donc déjà la sécurisation des données, parce que c'est-à-dire c'est les seules applications qui peuvent utiliser ce circuit. Il n'y a pas de mélange, donc je n'ai pas mélangé avec d'autres paquets. Donc sécurisation des données aussi. Les données aussi, elles arrivent à temps. Elles arrivent plus rapidement. Attends, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai donné tous les moyens pour que le temps de parcours du réseau soit le plus minimum possible. C'est-à-dire que j'ai réduit le temps d'attente au niveau des nœuds intermédiaires. J'ai garanti une qualité de service continue parce que le principe dans le circuit, c'est qu'à la base, le circuit, quand tu le crées, tu vas négocier le chemin en fonction de ce que tu te demande l'application. Le circuit, je ne le construis pas n'importe comment. Je le construis par rapport à mes besoins. Si l'application a demandé, par exemple, minimum 10 mégabits tout au long du circuit. Donc, je vais rechercher un chemin qui me garantit au minimum ce débit-là. Sinon, je ne construis pas le circuit. Donc, déjà, je suis assuré d'avoir un minimum de garantie par rapport à ce que j'ai exigé au départ, en termes de débit, en termes de sécurité. Maintenant, si je vais demander à ce que les nœuds soient sécurisés, ils ne soient pas ou la porte pirate mes données. Donc, il faudrait que j'ai une garantie que tous les nœuds formant le circuit soient des nœuds de confiance, etc. Je peux aussi gérer la fiabilité, c'est-à-dire le taux d'erreur, le nombre de paquets perdus. Donc là, en fonction des statistiques qui ont été enregistrées, demander à ce que, par exemple, le chemin HADES soit fiable, qu'il n'y ait pas trop de pertes, pour que je n'ai pas à retransmettre les paquets. Donc, il y a une demande en termes de qualité de service qui est exigée au départ, avant de construire le circuit. Donc, le circuit, une fois qu'il est construit, maintenant, il a été construit par rapport à ce que j'ai demandé. Et donc, normalement, le service devrait être garanti tout au long de la vie du circuit HADES. Donc, c'est des performances. C'est-à-dire que l'application, elle va avoir des performances continues et en fonction de ce qu'a demandé l'application. Ce n'est pas des performances fluctuantes comme dans le cas d'autres types de commutation. Donc, la commutation par circuit virtuel vous garantit les meilleures performances possibles pour l'application. Aussi, est-ce qu'on peut trouver un autre avantage? Le fait que toutes les données prennent le même chemin, qu'est-ce que ça garantit à l'arrivée? La rapidité, monsieur. Non, dès qu'on en a parlé. Quoi? Imaginez que vous avez décidé de faire une sortie en groupe dans la section. Et vous allez vous rejoindre au niveau de. تكون سير باش يلحقوا لي دوني. كيفاش يلحقوا les données justement? En ordre. En ordre, bravo. C'est-à-dire que si je prends forcément le même chemin, c'est-à-dire si, par exemple, vous avez pris des voitures et vous dites on prend tous l'autoroute. Il démarre à telle heure, à telle heure. Vous êtes sûr que forcément, si vous roulez à la même vitesse, mais si vous ne prenez pas les mêmes chemins, vous n'avez aucune garantie que le premier arrive en premier, parce qu'il n'a pas peut-être pris le chemin le plus court, ou le plus rapide, ou là que sa voiture elle est ancienne, ou elle ne roule pas à la même vitesse. Donc, forcément, le fait de garantir que tous les paquets prennent le même chemin, vous allez garantir la séquentialité ou le séquencement des paquets. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est très important. C'est que dans certaines applications, notamment la visioconférence, je suis obligé d'utiliser le circuit. Pourquoi? Parce que si je n'utilise pas le circuit, je vais avoir des paquets qui n'arrivent pas dans l'ordre et qui vont induire forcément un retard au niveau du flux. C'est-à-dire si je n'utilise pas de circuit, les paquets de la boîte ils ne vont pas arriver en ordre. Vous devez avoir des coupures, le temps de réarranger les paquets pour qu'ils soient dans le bon ordre pour pouvoir diffuser le flux audio ou le flux vidéo. Ça, je ne peux pas me le permettre.
Parce qu'il y a des retards, il y aura des coupures dans le flux de audio ou la vidéo. Donc, je vais garantir une séquentialité des paquets pour que le premier paquet soit délivré rapidement sans qu'il y ait tant d'attente ou sans attendre les autres paquets. De toute façon, les autres paquets, forcément, c'est ceux qui suivent dans le flux. Par contre, si je n'avais pas utilisé de circuit, je n'aurais aucune garantie. Maintenant, je peux arriver avoir les paquets qui arrivent complètement dans un ordre différent de celui qui a été émis au départ. Et donc, je suis obligé d'attendre justement le premier paquet pour pouvoir délivrer le reste. Il faut garantir une certaine séquentialité, notamment dans les applications isochrones, c'est-à-dire qui sont très sensibles par rapport au temps, qui met la visioconférence, la voix IP, c'est-à-dire la téléphonie sur IP. Donc là, je suis obligé de garantir justement la séquentialité et je ne peux la garantir dans le temps qu'en utilisant un circuit virtuel. Donc là, vous voyez qu'il y a certaines applications qui vont requérir l'utilisation du circuit virtuel, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que pourquoi ce n'est pas toujours le cas? C'est-à-dire que ça aurait été l'idéal que toutes les applications aient un circuit, mais malheureusement, je ne peux pas le garantir. Pourquoi je ne peux pas le garantir? Et là, vous comprenez qu'on va aborder les inconvénients. Alors, pourquoi je ne peux pas garantir un circuit virtuel pour pour toutes les applications du réseau? Oui, est-ce que vous avez une idée? Allez, donnez-moi alors les inconvénients de ce type de commutation, à votre avis. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur, on vous entend. Ok, donc alors essayez de répondre, s'il vous plaît, même si vous êtes à côté de la plaque. Bon, c'est toujours l'analogie avec comme il faut toujours faire l'analogie avec le réseau routier. Maintenant, si je devais garantir un circuit virtuel pour chaque communication, c'est comme si je devais garantir pour chaque voiture une route Léa, c'est-à-dire une route, mais une route, mais au moins un canal, une voie. Un chemin. C'est-à-dire c'est ça le principe, c'est-à-dire que chaque voiture, elle devrait avoir la voie libre. Les autres voitures pourront éventuellement exploiter cette voie-là. Mais est-ce que j'ai les moyens de garantir ça? Par exemple, dans le réseau routier? Non. C'est-à-dire que les ressources ne suffisent pas. C'est-à-dire que vous avez plus de communication que vous avez de ressources disponibles. C'est pour ça que la commutation par circuit virtuel n'est utilisée que dans des très rares cas pour certaines applications qui ont des exigences en termes de performance qui sont au-dessus, très hautes, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne. Mais la majorité des applications ne vont pas, on ne va pas leur donner le circuit virtuel. Ça, c'est impossible. Parce que je ne peux pas déjà, je n'ai pas la possibilité. Et ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un besoin ressenti pour que justement je donne un circuit virtuel pour acheminer ces données-là. Il faut vraiment que la donnée soit urgente, qu'elle doit arriver ordonnée. Voilà. Donc, pour ce type d'application, oui, l'application, elle va requérir l'utilisation d'un circuit virtuel. Et demander un circuit virtuel n'implique pas forcément que vous allez l'obtenir. Hein, parce qu'encore une fois, le circuit virtuel travaille en mode connecté. Donc, si les équipements intermédiaires et l'équipement final, celui que Wahed refuse ou une raison ou une autre, il ne peut pas établir le circuit ne peut pas avoir lieu. Donc là, il faut trouver un autre chemin ou refaire la demande et en espérant que cette fois-ci, elle sera acceptée. Donc, je n'ai aucune garantie que le circuit va être accepté. Mais une fois qu'il est créé, là, j'allais dire, c'est la belle vie. C'est-à-dire que tous les paquets vont aller très très vite, vont arriver sans problème à la destination, jusqu'à que le circuit sera défait ou déconnecté. Alors, parmi les inconvénients de la commutation de circuit, on avait dit, c'est une mauvaise gestion des ressources du réseau, hein, parce que vous allez donner toute une ressource, tout un chemin à une communication,
sans avoir la garantie que le circuit Hadaya, il est utilisé à son maximum. C'est-à-dire, quand je vais réserver une voie à ce circuit, je ne me soucie pas est-ce que ce circuit-là est exploité complètement ou là. Maintenant, il se peut qu'il n'y ait pas de paquet qui circule. C'est comme lorsque quelqu'un vous appelle, il vous raconte n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il me dit qu'il crie, etc. Alors qu'il y a des gens qui attendent pour vous joindre, pour vous donner, pour des raisons un peu plus urgentes. Ou là, et comme il vous appelle au téléphone et il dit un mot, il y a un silence, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas réellement d'échange entre vous deux. Donc, c'est une communication, en fin de compte, qui ne sert à rien. C'est-à-dire le contenu de ne sert à rien, ou là, elle est mal exploitée. Alors que peut-être il y a d'autres applications qui sont en attente d'utiliser cette voie pour envoyer réellement des données. Alors que vous avez des temps de silence. C'est-à-dire que le circuit existe, mais il n'y a pas de partie qui circule. C'est ce qu'on appelle les temps de silence. Ou là, un circuit muet. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Il a été réservé, mais il n'est pas exploité. Donc là, c'est une mauvaise exploitation des ressources du réseau. C'est que vous avez donné une ressource à un utilisateur, mais qu'il ne l'utilise pas à bon escient, alors qu'il y a d'autres utilisateurs qui sont en attente peut-être de cette ressource-là euh, et qui malheureusement ne peuvent pas l'acquérir au bon moment. Donc voilà, mauvaise exploitation de ressources du réseau. On avait dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus quel autre inconvénient. Alors d'autres inconvénients? Et aussi la lourdeur, c'est-à-dire que le circuit n'est pas facile à établir. Je vous ai dit tout à l'heure, pour établir le circuit, c'est tout un parcours du combattant. C'est-à-dire que vous devez envoyer un paquet, où le paquet doit avoir l'accord de tous les équipements intermédiaires et la machine intermédiaire. Donc ça peut prendre du temps d'établir le circuit. Donc ça peut être simple, c'est-à-dire que ça peut se faire du premier coup, comme ça peut tarder. Parce qu'encore une fois, vous ne cherchez pas n'importe quel type de circuit, vous cherchez un circuit qui répond à vos besoins. Et vous pouvez ne pas le trouver, ce circuit-là. Donc, il y a une certaine lourdeur à établir le circuit la première fois, c'est lorsque vous voulez le créer. Alors, celui qui m'avait posé la question tout à l'heure sur les signaux. Alors, je me fous de ce qui est utilisé, est-ce que c'est des ondes radio ou de la câble. Maintenant, tu peux avoir, par exemple, un réseau Wi-Fi, et là, tu peux avoir un réseau, tout ce que tu veux, hein, donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la commutation se fait très rapidement. Alors, dès que tu reçois la séquence ici, tu commutes le plus tôt possible sur le deuxième segment en changeant de codage. C'est tout. Donc, ce n'est pas de L'objectif, c'est dire. la rapidité. Et maintenant, le segment, tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux avoir une liaison radio, tu peux avoir une liaison câblée. Mais c'est le rôle de maintenant, je n'ai plus de temps de séjour. Là, je ne fais plus de routage, je ne fais plus de vérification. OK? C'est-à-dire que j'ai simplement le temps de décoder le signal pour récupérer les premiers bits, pour lire le numéro de circuit. Une fois que j'ai cette information, le reste du paquet, il est automatiquement basculé sur le deuxième segment. Et bien, bien sûr, j'adapte le codage. Si c'est un codage différent, si c'est radio ou par exemple électrique ou optique, par exemple c'est de la fibre optique, je change de codage. Pas un problème. Donc c'est indépendamment de ça. Mais en tant que circuit virtuel, je ne me soucie pas de ça. Pour moi, c'est comme si j'avais un seul câble qui relie le nœud source au nœud destinateur. C'est pour ça que je garantis une certaine fluidité. Parce que si j'avais un câble qui me relie directement, j'aurais pas de temps de. Normalement, je n'ai pas de temps de séjour, parce que le câble, il propage le signal sans coupure. Donc, c'est ce que j'ai envie d'obtenir avec un circuit virtuel, c'est-à-dire minimiser, faire en sorte que le temps de séjour est nul. C'est comme si c'était un câble continu qui me relie à la destination. Donc, c'est ça le principe, ou là l'objectif dans le circuit virtuel. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, quels sont les autres types de commutation? Parmi les autres types de commutation, il y a la commutation de messages. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait défini le message. Le message, c'est l'unité logique que je vais échanger avec la machine distante. Donc, ça pourrait être un fichier,
un email, ce que vous voulez, quelque chose qui a une signification logique. Donc, lorsque je fais de la commutation de messages, je suis obligé de me trimballer tous les paquets constituant ce message. Donc, le message, je ne peux pas l'envoyer encapsulé dans un paquet. C'est difficile parce qu'en général, le message, il est assez volumineux. Donc, la quantité d'informations qui va transiter dans le réseau doit être forcément fragmentée en plusieurs paquets. N'empêche, tous les paquets constituant le même message doivent passer par les mêmes commutateurs. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je reconstitue tout le message au niveau du prochain nœud. Voilà, je le reconstitue parce que la commutation de message, elle est associée au mode non connecté. C'est-à-dire que je vais envoyer mon message, j'ai besoin de le reconstituer pour voir quel est le chemin vers lequel je vais envoyer le rôle, le mémoriser parce que je n'ai aucune garantie que le destinataire existe ou n'existe pas. C'est comme dans l'email. Lorsque vous tapez une adresse email, l'adresse email peut être fausse, peut être bloquée, peut être ancienne, peut être inactivée. Mais vous ne le savez pas lorsque vous avez envoyé votre email. C'est-à-dire c'est après que vous le saurez, vous ne le saurez pas. C'est-à-dire c'est après qu'on verra les dégâts. C'est que le message est envoyé, peut-être qu'il n'arrivera jamais parce que l'adresse email elle est fausse. Ou là parce qu'on ne trouve pas le chemin, ou là le serveur final qui a la messagerie il est en panne, ou là il n'est pas actif. Et dans ce cas-là, le message est en train de tourner, il est reconstitué au niveau des nœuds intermédiaires. S'il arrive par exemple au niveau du dernier nœud qui est censé connecter au réseau destinataire, si je peux le délivrer, OK. Si je ne le délivre pas, je suis obligé de mémoriser. Donc les nœuds doivent mémoriser tout le message. Et donc j'ai besoin de récupérer tous les paquets constituant ce message et pour le reconstituer. Donc, vous aurez compris que la commutation de messages va travailler, contrairement au circuit virtuel, en mode non connecté. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'établir une connexion logique de bout en bout avec le destinataire final avant d'envoyer mon message. Donc, le message, il va être envoyé comme ça, sans avertir quiconque. Il va être trimballé d'un nœud vers un nœud jusqu'à espérer qu'il arrive à destination. Ce qu'on appelle hop by hop. Hop by hop, c'est-à-dire saut par saut, c'est-à-dire d'un nœud vers un autre nœud. Donc, c'est le fonctionnement logique de la messagerie, des emails. Donc, lorsque vous envoyez un email, le prochain nœud, donc, il va reconstituer votre message, il va lire l'adresse email, il va voir quel est le prochain nœud qui est censé récupérer éventuellement votre message, et ainsi de suite. Donc, on envoie ensuite les paquets, le message vers le prochain nœud, reconstitue le message, et ainsi de suite. Et si, en espérant qu'il arrive à destination sans problème, qu'il trouve son chemin et que l'adresse que j'ai mentionnée ne soit pas fausse. Mais entre-temps, c'est-à-dire il se peut que je sois obligé de mémoriser un certain temps le message, parce que je ne trouve pas éventuellement mon chemin, ou là parce que le destinataire final n'est pas actif, c'est-à-dire si le serveur il est éteint. Donc, on le mémorise un certain temps. D'ailleurs, vous recevez des fois des messages lorsque vous trompez, là, le destinataire n'est pas accessible. Un message, votre message n'a pas pu être délivré, on va le mémoriser pendant un certain temps. Au bout d'un certain temps, il sera détruit. Bon, des fois, vous le recevez, des fois, vous ne le recevez pas. Donc, ça, ce n'est pas toujours garanti. C'est-à-dire, avec le retour, l'ACK que vous recevez, des fois, il est garanti, des fois, il n'est pas garanti. Des fois, vous perdez réellement les messages sans être alerté par un ACK. OK. Donc, le principe de recevoir le message, de le sauvegarder avant de le renvoyer, est appelé store and forward. Contrairement tout à l'heure dans la commutation de circuit, il n'y avait pas le store and forward. On ne sauvegarde pas, on ne le traite pas, il n'y a pas de temps de séjour. Par contre, là, il y a un temps de séjour au niveau des nœuds. C'est-à-dire que j'ai besoin de récupérer tout le message au niveau du nœud intermédiaire, de le reconstituer, de voir s'il ne contient pas d'erreur. S'il contient une erreur, il faudrait que je demande à ce qu'il soit retransmis avant de pouvoir l'envoyer vers le prochain nœud. Donc, les délais d'attente au niveau des nœuds intermédiaires sont très importants. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, lorsque vous envoyez un email, ça peut prendre quelques secondes, comme ça peut prendre quelques minutes.
Tout dépend des circonstances de l'acheminement de cet email. En tout cas, on n'a pas les mêmes délais d'acheminement que par exemple pour une page web ou là pour d'autres types d'applications. Donc, la messagerie, c'est l'application la plus lente parce qu'elle va utiliser la commutation par message. Et la commutation de message est un processus très lent, c'est-à-dire pas très lent, ça reste relativement aux autres applications. Ok, ça peut être aussi instantané, enfin instantané, la seconde au sol, parce qu'il n'y a pas eu de problème. Mais ça peut aussi traîner, ça peut mettre, tout dépend de quel service de messagerie vous avez utilisé. Si vous utilisez par exemple votre boîte à USTHP, elle dit qu'elle a toujours des problèmes. C'est-à-dire que vous envoyez des messages, ça n'arrive pas forcément à l'instant T. Ça peut traîner, ça peut arriver le lendemain. Même les messages que vous recevez peuvent être décalés par rapport réellement à l'heure où ils ont été envoyés. Donc, je n'ai pas forcément une garantie que les messages arrivent le plus rapidement possible. Donc, ça peut traîner. Monsieur, Oui. il y a marqué il est mémorisé puis vérifie contre les erreurs. J'ai pas très bien compris cette partie. C'est-à-dire, quand le message il est trimballé d'un nœud à un nœud, quand il arrive au premier nœud, vous ne pouvez pas l'envoyer vers le prochain nœud s'il y a des erreurs. Donc, il faut d'abord vérifier que tous les paquets constituant ce message ne contiennent pas des erreurs de transmission. S'ils contiennent des erreurs de transmission, il faudra les corriger. On va peut-être demander au dernier nœud qui a envoyé le message de retransmettre. Par exemple, monsieur, si on veut envoyer un mail qui contient des fichiers audio, s'ils sont trop volumineux, il y aura une erreur de transmission, c'est ça? Là. C'est-à-dire indépendamment. Tu bâtis un fichier audio. Oui. L'erreur, elle ne se produit pas à ton niveau, elle se produit durant le transfert, c'est-à-dire sur le câble. C'est là où Oui, les par erreurs... exemple, si on veut l'envoyer, on veut le transférer, il ne s'envoie pas parce que c'est trop volumineux. Non, de toute façon, hein, l'email, ça c'est autre chose. C'est-à-dire si par exemple le fichier Terra qui dépasse les 100 mégas, il est clair que le message, il a une capacité. Même le message, il ne peut pas dépasser une certaine taille. Mais le paquet lui-même, la capacité Terra, c'est un seul paquet. Il ne permet de stocker que 65 000 octets, par exemple dans TCP. Un paquet. Donc, si ton message il contient plus de 65 000, tu es obligé de le fragmenter en plusieurs paquets. Maintenant, le message en lui-même, il est forcément limité en termes de taille, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser dans certains, par exemple dans Hotmail, je crois que c'est limité à 10 mégas. C'est-à-dire si votre message il dépasse les 10 mégas, vous ne pouvez pas l'envoyer. Donc, à la base, tu ne peux pas. Vous avez dépassé la limite autorisée. Donc, soit tu le zips, c'est-à-dire que tu essaies de le compresser pour qu'il fasse une taille moindre, ou là tu le fais sur le drive, c'est ce que vous faites en général, vous le mettez sur le drive pour qu'il soit uploadé. Oui. OK. Mais les erreurs dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas par rapport au volume, c'est par rapport aux erreurs de transmission. C'est-à-dire que si tu as envoyé ton message et qu'en cours de route, l'un des paquets constituant ce message-là a été entaché d'erreur, donc le prochain nœud est censé d'abord corriger avec le paquet avant de pouvoir le reconstituer pour décider vers quel autre nœud il doit envoyer le message, ton email. D'accord, merci. OK. C'est comme si je te demande de transmettre un message, oralement. Que tu transmets à tel, à tel. Bon, tu notes, peut-être qu'il y a une erreur, donc tu me rappelles. Mais tu ne vas pas, si tu as une idée, ou là, tu sens, ou là, avant d'envoyer le message, tu vas d'abord me demander de confirmer qu'il n'y a pas d'erreur. Ou là, de te renvoyer, ou là, de redire le message. Une fois que tu es sûr que c'est ça le message, tu vas peut-être le transférer à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Donc, saut par saut. Donc, chacun va transférer le message jusqu'à que ce message-là va arriver vers la destination. Donc, ça peut prendre du temps. C'est comme le téléphone arabe. C'est du bouche à oreille. Chaque ça arrive vers le destinataire. Alors, le fait de mémoriser ces messages-là, qui peuvent être très volumineux, va impliquer d'équiper donc les commutateurs routeurs intermédiaires d'espace de stockage très important. Et là, je ne peux pas les stocker dans les mémoires vives. Je suis obligé de les stocker dans des mémoires mortes, dans les ROM, les disques durs, etc. Parce que la taille, elle est volumineuse. Donc, tout ce qui est commutation en routage va nécessiter du temps. Alors, pour accéder vers les disques durs, je mets plus de temps. En tout cas, c'est moins prioritaire déjà que par rapport aux paquets qui sont en mémoire vive.
qui sont dans les files d'attente. Donc ça, c'est un autre niveau de file d'attente qui est moins prioritaire. Donc, ça va nécessiter donc des espaces de stockage pour mémoriser justement les messages qui peuvent, on l'a dit tout à l'heure, avoir des volumes assez importants. Donc, c'est ce qui peut saturer les routeurs. C'est pour ça que aussi ce type de commutation, je l'utilise que dans un cas. En général, c'est la messagerie qui utilise ce type-là. Je n'ai pas d'autres applications. Et il est clair que lorsqu'il y a un début de congestion dans le réseau, les premières données que je vais sacrifier, c'est les messages. Et lorsque j'ai un encombrement au niveau d'un nœud, un routeur, parce que je reçois plusieurs données, la première chose que je vais commencer par sacrifier, c'est les messages. Parce que c'est la donnée qui occupe le plus d'espace. Donc, le BDA, c'est-à-dire hier, je vais détruire les messages qui occupent mes mémoires avant de passer au paquet. D'accord? C'est pour ça que des fois, et même l'email, je ne peux pas le garder indéfiniment. Mais quand vous recevez avec un message d'alerte, on va le garder pendant un certain temps, 4 heures, 5 heures. Si je n'arrive pas à l'acheminer, je le détruis. Je ne vais pas aller en faire une collection. Donc, il y a une durée de vie de ces messages-là au niveau des nœuds intermédiaires. S'ils ne sont pas acheminés au bout d'un certain temps vers la destination, automatiquement, je m'en débarrasse et vous pouvez être alerté ou pas. Et donc, c'est pour ça que la messagerie n'est pas garantie. Ce n'est pas un service garanti. D'ailleurs, je vous travaille en mode non connecté. Donc, même le destinataire n'est même pas au courant que vous lui avez envoyé un message. Tant qu'il ne le reçoit pas, il n'est pas au courant. C'est pour ça que vous avez des emails qui se perdent et vous ne saurez qu'ils ne sont pas parvenus que lorsque vous allez interroger le destinataire. Est-ce que tu as reçu mon email? Il va dire non, je ne l'ai pas reçu. Et libre à vous de le croire ou pas. Voilà, donc l'avantage de la messagerie, déjà, le seul avantage qu'on peut trouver, c'est qu'elle travaille en mode non connecté. Donc, il n'y a pas de circuit à établir, il n'y a pas à établir une connexion logique entre moi et le destinataire. Ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est qu'elle est lourde, c'est-à-dire en termes de performance, ce n'est pas forcément la meilleure technique. C'est-à-dire que ça prend énormément de temps pour acheminer cette donnée de l'émetteur vers le récepteur. Sans parler des ressources qu'elle va solliciter au niveau des nœuds intermédiaires, et en termes de mémoire, etc. Donc ça peut être préjudiciable pour les nœuds intermédiaires. Aussi, l'inconvénient, c'est que s'il y a une erreur, vous devez retransmettre. Vous pouvez être amené à retransmettre tout le message. Même pas le paquet, c'est-à-dire que des fois, c'est tout le message. Donc les temps peuvent être augmentés. C'est-à-dire que s'il y a énormément d'erreurs au niveau des segments, donc à chaque fois qu'il y a une erreur, je demande à retransmettre et je ne peux pas reconstituer le message tant que je n'ai pas ces paquets qui sont erronés. Je ne peux pas commencer à envoyer les autres paquets là, parce que le message, je suis obligé de le reconstituer totalement. Donc j'ai besoin de récupérer tous les paquets sans erreur. S'il y a un paquet qui est erroné, je ne peux pas reconstituer le message. Donc c'est une fois que j'ai reconstitué le message que je peux le transférer sur le deuxième nœud. OK, et ainsi de suite. Donc le temps d'acheminement peut être plus important que dans le reste des commutations. Alors, la différence par rapport aux commutations de circuit, c'est que là, vous n'avez pas une réservation de circuit. C'est-à-dire que pendant que vous transférez le message TARC, bon, le lien, il est occupé. Mais une fois que vous avez terminé le message, vous pouvez servir une autre communication. OK, donc c'est à tour de rôle. Je peux, par exemple, envoyer un message, mais le deuxième message, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire tous les paquets formant le message vont être envoyés les uns après les autres. Quand j'ai terminé d'envoyer ce message-là, je peux regarder éventuellement dans la file, est-ce qu'il y a d'autres messages à envoyer sur la même liaison. Donc, c'est à tour, selon les politiques qui sont établies, soit priorité ou la FIFO, c'est-à-dire le premier arrivé, premier servi. La question de priorité, elle peut être implémentée. Il y a des messages plus prioritaires que d'autres. Est-ce que c'est clair pour la commutation par message? Oui. OK, donc on avance avec la commutation par paquet. Alors, la commutation par paquet, c'est la technique qui est utilisée majoritairement par toutes les applications dans les réseaux. Le principe, c'est un compromis
si vous voulez, entre commutation par message et commutation par circuit. Alors, je peux travailler dans la commutation par paquet, je peux travailler en mode connecté comme je peux travailler en mode non connecté. Ce n'est pas le problème. Plutôt, ce qui va changer, c'est que je vais diviser mon message en différents paquets. Alors, je le faisais dans les messages, mais la différence par rapport à la commutation de messages, c'est que les paquets peuvent prendre des chemins différents. Je ne suis pas obligé de reconstituer, parce que l'unité logique au niveau des nœuds intermédiaires, l'unité logique, elle est reconstituée au niveau de la destination. Donc, l'application source donc, va envoyer par exemple 3 paquets venant d'une même application. Ces paquets-là peuvent prendre différents chemins et arriver dans un ordre complètement différent à l'arrivée. Donc à l'arrivée, je peux, vous voyez, là j'ai envoyé P1, P2, P3, là j'ai reçu P2, P3, P1. Donc dans un ordre différent. Donc c'est au serveur, donc censé, à la machine destinataire, qui est censé de réordonner ou la reséquencer les paquets. Donc je dois rajouter un numéro à chaque paquet pour lui donner l'ordre dans le flux. Alors, vous me dites quel est l'avantage? Ben, le fait de dupliquer les chemins pour transférer les paquets, ça va accélérer le transfert. Parce que quelque part, je fais du parallélisme. C'est-à-dire que Meshi est l'un après l'autre. Donc, je peux envoyer les 3 paquets sur 3 chemins différents. Meshi, l'un après l'autre. Donc, ils peuvent arriver en suivant des chemins différents vers la station finale. Donc, le temps d'acheminement, il est amélioré par rapport à la commutation par message. Autre chose importante, c'est que s'il y a une erreur au niveau d'un paquet, ben, c'est simplement ce paquet-là qui va être retransmis et sans avoir d'impact sur les autres paquets. C'est-à-dire que les autres paquets, ils continuent, ils vont arriver là, enfin, ils seront en attente, peut-être qu'ils vont arriver en premier, ou P1 qui a été erroné, il va être retransmis, bon, il va poursuivre son chemin, il va arriver peut-être en dernier. C'est le cas ici. Peut-être qu'à P1, il a subi une erreur, c'est pour ça qu'il a fait du retard, parce qu'on a demandé à le retransmettre. Donc, il est arrivé un peu en retard par rapport à P2, P3. N'empêche que P2, P3 n'ont pas été ralentis dans leur progression pour arriver à la destination. Alors que dans la commutation de messages, rappelez-vous, il faudrait que je reconstitue tout le message au niveau de chaque nœud avant de pouvoir l'envoyer. Donc, ça a engendré des retards supplémentaires. Donc là, je supprime les retards dus à la retransmission. Ça me permet de faire du parallélisme, ce qui va permettre d'obtenir des performances compromis par rapport à la commutation par message et par rapport à la commutation par circuit. Donc, la plupart des applications qui tournent dans les réseaux vont utiliser la commutation par paquet parce que c'est une solution intermédiaire entre les 2 types de commutation qu'on avait vus précédemment. Et les paquets sont mélangés, c'est-à-dire en sortie, là vous avez un routeur, il a reçu par exemple un paquet venant d'une machine, il y en a d'une autre machine, il y en a d'une autre machine. Tout dépend du routage. Donc je vais appliquer le routage en fonction de ce qu'il a demandé. Alors s'il me place ces paquets vers la même sortie, ben là je dois appliquer des priorités ou là une politique de gestion. Ça pourrait être la plus simple, qui va connaître la FIFO. First in, first out. Le premier qui arrive va être mis en file d'attente, en tête de file d'attente. Je peux appliquer d'autres techniques, par exemple par priorité de paquet. Donc vous allez trouver dans le paquet, au niveau de l'entête, un champ qui permet de donner une priorité. Qui fixe avec la priorité? C'est l'application qui génère le paquet. Par exemple, pour la visioconférence, les paquets à la voix et à la vidéo vont être prioritaires. Donc, lorsqu'ils vont traverser les routeurs, je regarde la priorité du paquet. Si je trouve que la priorité elle est haute, je la place forcément en tête de file. Par rapport à un paquet qui demande, par exemple, à envoyer une page web ou là d'autres applications qui ne sont pas urgentes. Donc, c'est en fonction de l'urgence que le système ou la pile protocolaire va fixer ses priorités dans les paquets. Et donc, les routeurs intermédiaires vont placer les paquets en fonction de leurs priorités. OK. Donc, s'ils gèrent les priorités. Sinon, ça se fait normalement avec la politique FIFO, First In, First Out. Donc, une fois que j'ai
terminé d'envoyer ce paquet, je passe au suivant dans la file, et ainsi de suite. Donc, là, je gère des paquets qui sont multiplexés, c'est-à-dire qu'ils viennent de différentes applications et qui vont emprunter le même chemin de sortie. Donc, il n'y a pas de réservation de chemin, il n'y a pas de mauvaise gestion des ressources du réseau. Alors, donc, si je compare les performances, je vais trouver, par exemple, dans la commutation par circuit, le temps qui peut être induit, le temps important qui peut être induit, il le sera au niveau de la connexion. C'est la connexion ou la recherche du circuit peut être importante en termes de temps. Parce qu'il faut trouver avec le circuit qui satisfasse ce que je demande en termes d'exigence. Et donc, je peux traîner un certain temps à trouver ce circuit-là. Je peux le trouver du premier coup, comme je peux ne pas le trouver. Donc, une fois que le circuit a été établi, classe, en bas, j'ai une fluidité quasiment garantie. C'est-à-dire que le temps de transfert est quasiment fluide. Il n'y a plus de temps de séjour au niveau des nœuds intermédiaires. Je n'utilise pas la technique store and forward, c'est-à-dire sauvegarder avant de renvoyer. C'est-à-dire dès que le paquet est détecté à l'arrivée, je le bascule automatiquement sur la sortie. Donc, c'est comme s'il y avait un câble qui relie directement la source à la destination. Si je compare par rapport à la commutation de messages, bon, je m'économise ce temps-là parce que je travaille en mode non connecté là-bas. Donc là, ce qui va engendrer le temps, c'est que quand j'envoie le message, je suis obligé de le reconstituer avant de pouvoir le transférer sur le deuxième nœud. Donc, il y a des temps d'attente liés justement au store, la fonction store. Donc, à sauvegarder le message, le traiter avant de pouvoir l'envoyer, le basculer sur le deuxième segment. Donc, les temps sont importants. Par contre, si j'utilise la commutation de paquets, je peux faire du parallélisme, c'est-à-dire que j'envoie des paquets sur des chemins différents. Et donc, là, je m'économise un temps de séjour parce que les paquets n'ont pas la même quantité de données que transporte le message. Donc là, j'aurai un temps d'acheminement qui est optimisé comparativement à la commutation par message. Alors, chose aussi importante, c'est que dans la commutation de messages et la commutation de paquets, je peux faire la désynchronisation de débit. Ce qu'on avait dit tout à l'heure dans le circuit virtuel, comme là, il faudrait que les débits soient synchrones. Par contre, là, non, puisque vous faites la technique store and forward, c'est-à-dire vous récupérez soit la totalité du message, soit le paquet, avant de pouvoir le renvoyer. Donc, le débit entrant peut être complètement différent du débit sortant. Maintenant, vous pouvez recevoir avec 10 mégas et envoyer avec 100 mégas. Ça ne pose pas de problème parce que vous avez reçu tout le paquet ou tout le message. Donc, vous pouvez envoyer avec des vitesses complètement différentes. Alors, on termine rapidement avec ça. L'avantage donc dans la commutation de paquets, c'est que vous pouvez mélanger différents paquets sur les mêmes voies. Donc, vous n'avez pas forcément, pardon, ici, pardon. Ça, c'est la commutation par paquet. Donc, la même liaison peut, dans le temps, donc, contenir des paquets venant d'applications différentes. Donc, il y a une meilleure gestion des ressources. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle les silences, ou là, les circuits muets. On a, par exemple, un certain nombre de circuits qui sont établis. Dans un circuit, je peux avoir des pauses, c'est-à-dire des temps où je n'envoie rien. Et donc, c'est de la ressource qui est mal exploitée. J'aurais pu, par exemple, si je faisais bien, le temps je vais le donner à un autre trafic. Mais je ne le peux pas, parce que le principe dans le circuit, c'est qu'il est dédié. C'est-à-dire quand vous le donnez à une application, vous le donnez qu'au paquet de cette application. Vous ne pouvez pas le donner pour une autre application. Et donc, vous avez une mauvaise gestion des ressources. Donc, cette mauvaise gestion, vous l'éliminez avec la commutation par paquet parce que automatiquement, vous prenez ce qu'il y a dans les files d'attente. Et donc, ce qu'il y a dans les files d'attente, c'est toutes les applications qui ont demandé à utiliser la sortie. Donc, vous avez une meilleure gestion parce que vous allez réduire les temps de silence que vous allez observer dans par exemple, les commutations par circuit. Voilà, on a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? C'est clair? On peut. Oui. Ok.
Donc, s'il vous plaît, la déléguée, pour le prochain cours, donc vous concertez entre vous pour qu'on fixe l'horaire. Le cours de mardi ou de mercredi, je ne sais pas quand est-ce que vous voulez qu'il ait lieu. D'accord. Le prochain Oui, cours. monsieur. Elle vous enverra un mail pour vous dire. D'accord, ok. Merci. Allez, bonne fin de journée. Merci, au revoir, monsieur. Merci, monsieur. À vous aussi.